parler de la réaction de Cannizzaro, dont on a parlé la semaine dernière. Il y a la réaction de Cannizzaro normale. Hein? La réaction de Cannizzaro normale utilise un seul aldehyde, tel que ce que nous avons fait la dernière semaine. Par exemple, je prends la benzaldéhyde en présence de OH-, chaleur. Là, c'est une réaction de Cannizzaro normale parce que un seul aldehyde est utilisé. Donc, dans le cas de la réaction de Cannizzaro normale, un seul aldehyde est utilisé pour être réduit en alcool, et oxydé en sel d'acide. Ok? Ça, c'est pour la normale. Il y a ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro. La réaction de Cannizzaro, ce qu'on appelle mixte. La réaction de Cannizzaro en mixte, elle utilise deux aldehydes. On va prendre un exemple. Je vais prendre dans le cas général, je vais prendre un R1, C, R2, R3, C, O, H. Ok? C'est un aldehyde qui ne possède pas d'hydrogène en alpha du carbonyle, parce que la réaction de Cannizzaro se fait sur un aldehyde ne possédant pas de H en position alpha du carbonyle. D'accord? Donc pour la réaction de Cannizzaro mix, on utilise un aldehyde, comme c'est le cas général, plus le plus petit aldehyde en chimie organique qui est le forme aldehyde. D'accord? Donc on utilise deux aldehydes. Un, c'est celui-là, R1, R2, R3C, aldehyde, plus la benzaldéhyde, et le tout sera chauffé en milieu basique dans les mêmes conditions que lorsqu'on a utilisé la benzaldéhyde. Ok? Dans ce cas-là, j'aurai la chose suivante. Donc la benzaldéhyde, le formaldéhyde qui est utilisé là sera comme réducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours, donc c'est le même mécanisme que celui qu'on a fait la semaine dernière. Donc le H- va aller attaquer le carbonyle du forme aldehyde. Parce que en comparant ce carbone avec ce carbone, le carbone de cet aldehyde, R1, R2, R3C, il est plus encombré. Il est plus encombré. Donc ce qui va se passer, le H- va aller chercher le site le moins encombré qui est le site du forme aldehyde. D'accord? Pour donner H, C, en moins, lorsqu'on va attaquer, donc on aura ça, H, O, H. Ok? Donc on aura la formation donc, comment dirais-je, de cet intermédiaire, avec, je mettrai ici les H rouges du formaldéhyde, pour voir où vont-ils aller. On va avoir le retour donc de cette charge moins qui est sur l'oxygène, et on aura le départ de H. Non, c'est pas H+, de H-. Le H va partir sous forme de He-. Donc il va ramener avec lui l'électron du carbone. Donc il va partir sous forme de H-. Et ce H- va aller, voilà, il va aller attaquer l'autre aldehyde donc on aura, donc, bon, j'ai pas de place, je vais essayer donc, voilà, donc j'aurai la formation de C, R1, R2, R3, et là j'aurai C, H rouge qui vient du formaldéhyde, plus le H qui était sur l'aldéhyde lui-même, et là j'aurai un O en moins. Très très bien. En moins. Ok? Et donc ce en moins, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais effacer.
ce O-, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lorsqu'on aura le retour donc de la charge moins de l'oxygène, qu'est-ce qu'on va former là? On va former l'acide formique. On aura la formation de l'acide formique. Donc on va former cet alcoolate, on va former cet alcoolate plus l'acide formique. Et l'acide formique, ce O-, va aller capter le H de l'acide formique pour donner, enfin, on va obtenir H, C, O-, évidemment Na+, qui vient de la base, plus quoi? Plus Ra, C, R2, R3, C, H rouge qui vient du formaldéhyde, le H noir qui était sur l'aldéhyde, et une fonction alcool. Très très bien. Une fonction alcool. D'accord? Donc regardez qu'est-ce qu'on a fait. Bon, j'ai effacé ici, donc lorsqu'on utilise un aldéhyde de seul, ça veut dire lorsqu'on parle de la réaction de Cannizzaro normale, l'aldéhyde de départ, il est converti en alcool et en sel que j'ai effacé. D'accord? Il est converti en alcool, d'accord? Donc je le réécris. Il est converti en alcool. Donc lorsque j'utilise la réaction de Cannizzaro normale, je répète, l'aldéhyde, il est converti en alcool plus le sel d'acide. Ça veut dire la quantité de l'aldéhyde, il est partagé entre l'alcool et le sel d'acide. Ça veut dire le rendement qu'on va trouver, le maximum, ça sera 50% alcool, 50% sel d'acide. Mais si je veux convertir mon aldéhyde en totalité en alcool, c'est le cas ici, je vais utiliser le formaldéhyde comme un agent réducteur. Ok? Il faut utiliser le formaldéhyde comme agent réducteur. Et dans ce cas-là, l'aldéhyde de départ qu'on a utilisé, regardez, il n'y a pas son sel d'acide, il n'y a que l'alcool. Donc l'aldéhyde, il est converti en totalité en alcool correspondant en présence du formaldéhyde qui joue un agent réducteur, qui joue le rôle d'un réducteur parce que tout simplement, il libère un H, qui attaque l'autre aldéhyde, ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro mixte. Donc sachez qu'il y a la normale, il utilise un seul aldéhyde, il y a la réaction de Cannizzaro mixte qui utilise généralement le formaldéhyde comme agent réducteur. Donc s'il n'y a pas, parce qu'on peut utiliser d'autres aldéhydes, mais dans le cas où on va utiliser d'autres aldéhydes, il faut s'attendre à la formation de plusieurs produits. Mais dans le cas du formaldéhyde, là, on obtient l'aldéhyde de départ comme alcool et le formaldéhyde, il est converti en sel d'acide, ce qu'on appelle la réaction de Cannizzaro mixte. Ok? C'est clair? Très bien. Alors, donc après cette réaction de Cannizzaro mixte, donc on va passer à une autre partie du cours. Ce sont ces composés-là qu'on a préparés. Par les réactions de condensation. Donc, ce seront les aldéhydes et les cétones, alpha, bêta, insaturés, que nous avons préparés par des réactions d'aldolysation et des réactions de cétolysation et des réactions d'aldo-céto-aldolysation. Donc, ces produits-là viennent de ces réactions de condensation et donc qui donnent, je répète, ces composés carbonylés alpha, bêta, insaturés. Et du point de vue réactivité, ils sont plus réactifs que les aldéhydes et les cétones. D'accord? Donc, les aldéhydes et cétones alpha, bêta insaturés, donc de point de vue stabilité, ils sont plus stables. Et de point de vue réactivité, on verra qu'on peut faire plusieurs réactions sur ces composés-là. D'accord? Tout simplement parce que là, il y a un système conjugué. Donc, il y a un système conjugué. Et donc, ce système conjugué composé d'une double liaison CC et d'une double liaison
CO. D'accord? Donc, je reviens sur le... D'accord? Donc, je vais prendre donc un composé, un, un composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Donc, c'est un composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Donc, vous avez comment dirais-je, la double liaison est en cette position. Donc, on constate bien qu'on a une double liaison CC et on a une double liaison CO. Les deux sont conjugués. Donc, là, de point de vue réactivité, je répète, on peut faire plusieurs types de réactions. On peut faire des réactions hein, uniquement sur la double liaison, ce qu'on appelle des réactions spécifiques aux alcènes. D'accord? Donc, on peut faire des réactions spécifiques aux alcènes sur cette double liaison. On verra des exemples. Ok? Donc, ces composés carbonylés alpha-bêta insaturés peuvent subir des réactions spécifiques aux alcènes, évidemment en attaquant cette double liaison. Il peut subir des réactions spécifiques aux composés carbonylés. Ça veut dire toutes les réactions qu'on a fait sur les cétones et les aldyles, on peut les faire sur cette double liaison CO. D'accord? Donc la première, c'est sur la double liaison CC, le premier type de réaction. Le deuxième, ce sont des réactions spécifiques sur comment dirais-je, le groupement carbonyle. Et le troisième type de réaction qu'on peut faire, ce sont des réactions qui vont faire intervenir tout le système. D'accord? Ce sont des réactions qui vont faire intervenir tout le système et ce qu'on appelle des réactions d'addition, des réactions d'addition conjuguée. D'accord? Donc, qui vont faire intervenir le système composé de la double liaison CO conjuguée avec la double liaison CC. D'accord? Donc, regardez, du point de vue réactivité, donc il y a beaucoup de réactions qu'on peut faire, donc ce sont des composés très, très réactifs. Et donc, on va commencer par les réactions spécifiques. On va donner des exemples quand même. D'accord? On va donner des exemples. On va donner des réactions typiques des alcènes. Ça veut dire, on va prendre un composé carbonylé alpha-bêta insaturé, on va faire des réactions uniquement sur la double liaison CC. Exemple, l'hydrogénation. Rappelez-vous, on a parlé de cette réaction lorsqu'on a fait l'hydrogénation catalytique. Et on a dit que l'hydrogénation catalytique de la double liaison CC, il est plus facile que celle du carbonyle. Pour attaquer le carbonyle, il faut travailler avec des conditions très très dures, des pressions et des températures très très élevées. Par contre, si on travaille avec des conditions normales, telles que une pression atmosphérique et une température ambiante, là, on va attaquer évidemment sur du palladium désactivé, parce qu'on a vu un palladium désactivé par le sulfate de baryon, le baryum SO4. Le charbon ici, aussi, il désactive le palladium. Et donc là, on attaque uniquement, je répète, la double liaison CC. Donc c'est une réaction spécifique aux alcènes. Et donc je répète, pour attaquer le CO, il faut travailler dans des conditions très très dures, telles que la température élevée et la pression élevée. Une autre réaction qu'on a fait l'année dernière en S4, c'est l'addition de Br2. L'addition de Br2 sur les alcènes. Donc en présence de Br2, ce composé carbonylé sera converti, je répète, en un composé carbonylé avec deux brans vicinaux. Donc là, ce qu'on a attaqué, on a attaqué uniquement la double liaison CC. Donc ce sont des réactions qui sont spécifiques à la double liaison CC, ça veut dire spécifique aux alcènes. Et donc toutes les réactions qu'on a fait en S4, on peut les faire évidemment sur cette double liaison CC. Donc je ne vais pas rester là pour
rappeler le programme de S4. Donc voilà quelques exemples, mais d'autres exemples peuvent être faits. Et donc pour vous montrer qu'on peut attaquer la double liaison CC des alcènes sans toucher à la double liaison CO. Donc voilà pour les réactions, je répète, spécifiques aux alcènes sur les composés carbonylés alpha-bêta insaturés. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire, donc là, on va obtenir de produits, pour l'addition du brome, vous savez bien, c'est une tranche addition. Donc on peut avoir les bromes du deux côtés. Donc là, il faut s'attendre à la formation de deux produits du moment que nous sommes en présence de deux carbones asymétriques. D'accord? Donc le deuxième type de réaction qu'on peut faire sur ces composés carbonylés alpha-bêta insaturés, ce sont des réactions spécifiques aux composés carbonylés. D'accord? Donc je vais donner un exemple. Donc je vais prendre un composé carbonylé alpha-bêta insaturé. D'accord? Donc je répète qu'on peut préparer par des réactions de cétolysation ou bien aldolysation ou bien céto-aldo. Alors en présence comment dirais-je, de NH2OH, donc c'est une fonction dont on a parlé dans le chapitre 1 qu'on a utilisé pour préparer les amines primaires. Donc voilà sa préparation. Alors en présence de l'hydroxylamine et ce composé carbonylé, là on prépare la fonction, comment nous l'avons appelée cette fonction? La fonction oxime. C'est la fonction oxime que nous avons convertie en amine primaire par une simple hydrogénation. Donc là, comment ça se fait la réaction? C'est très simple. Donc en prenant le composé carbonylé alpha-bêta insaturé, donc celui-là, donc en présence de l'hydroxylamine, NH2, OH, donc voilà, donc on va attaquer par le doublet donc de l'azote. Du point de vue nucléophilie, l'azote il est plus nucléophile que l'oxygène. Donc là, qu'est-ce qu'on va former? On va former méthyle, OH, n'est-ce pas? NH, OH. Ok? Donc on passe par cet intermédiaire. Donc là, c'est une addition nucléophile. La première étape, c'est une addition nucléophile de l'hydroxylamine sur le composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Et la réaction sera suivie par l'élimination de H2O. Donc moins H2O. Moins H2O. Donc on va éliminer ce H qui est plus acide. Donc là, on va avoir le retour et le départ de H2O. Donc moins H2O, donc on forme, c'est une fonction, je répète, dont on a parlé dans le chapitre 1 des amines, c'est la fonction oxime. C'est la fonction oxime que nous avons, donc si vous vous rappelez bien, nous l'avons réduite en présence de catalyseur, nous l'avons réduite donc là il y a la double liaison, donc je ne vais pas faire cette réaction parce que je vais toucher donc la double liaison. Donc là c'est la fonction oxime que nous avons utilisée, je répète, pour préparer les amines primaires dans le chapitre 1. Donc c'est une réaction, je répète, spécifique, donc c'est un réactif qui réagit uniquement sur le CO, sans toucher la double liaison. D'accord? Et évidemment, les réactions qu'on a faites sur les composés carbonylés, on peut les faire aussi sur ce composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Donc le premier type, ce sont des réactions spécifiques aux alcènes. Le deuxième type, ce sont des réactions spécifiques aux composés carbonylés. Le troisième type, ce sont ce qu'on appelle les additions conjuguées, Alors pourquoi on les appelle des additions conjuguées? Parce que tout simplement, ils vont faire intervenir tout le système. Alors, donc, on a dit que c'est un système conjugué, donc on peut faire les formes limites. Alors si on fait les formes limites, voilà, donc la première forme limite, la voici. Ok? C'est une forme limite qui n'est pas stable. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Parce que pour les formes limites, il y a des formes limites très stables, il y a des formes limites qui sont moins stables, parce que tout simplement dans ce cas-là, on a les charges plus et la charge moins sont adjacentes, donc automatiquement ils vont aller, former la double liaison. Donc c'est une forme limite qui existe, mais du point de vue stabilité, n'est pas
stable. C'est pour vous montrer uniquement que ce carbone-là, il se comporte comme un site électrophile et l'oxygène comme un site nucléophile. Donc après, on aura une deuxième forme limite. La voici. C'est par migration de la double liaison CC, le plus qui était sur le carbone du carbonyle sera sur le carbone qui porte le R'. OK? D'accord? Donc voilà la deuxième forme limite. D'accord? Donc voilà les formes limites qu'on a. Et par conséquent, je reprends sur le tableau. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un R' avec une double liaison, un avec un CO et bof, un R. OK? Donc, lorsqu'on a fait les formes limites, qu'est-ce qu'on avait ici? Hein? D'après les formes limites, on a ici un delta moins. Très bien. Et là, sur les carbones, ici, un delta plus. Et là, un delta plus. Donc regardez, pour ce composé carbonylaire alpha bêta insaturé, on a de sites électrophiles. On a de sites électrophiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en présence d'un nucléophile, chargé ou non, comme vous voulez, ce nucléophile peut choisir entre les deux. Hein? Il peut choisir entre les deux. Et donc, le premier choix, ça veut dire on va attaquer ce carbonyle. Hein? Qu'est-ce qu'on aura? On aura R', double liaison, au moins R nucléophile. Voilà la première attaque. Comme il peut aller le même nucléophile, un autre type, c'est pas le même, parce que il ne peut pas, donc on verra des exemples. Donc un autre cas, c'est l'attaque de ce carbone qui porte le R'. D'accord? Parce que les deux, ce sont, comment dirais-je, des sites électrophiles. Donc lorsque le nucléophile va attaquer, ce carbone qui porte le R', il ne va pas rester avec 5 liaisons. Ça veut dire les deux électrons qui forment la double liaison CC vont migrer sur la liaison sigma entre le carbone et le groupement carbonyle, et on aura le départ donc de cette double liaison. Donc premièrement là, deuxième et troisième. Alors l'autre addition, voilà 1 et voilà 2. OK? Et donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai R'. Là, le nucléophile sera là. Et la double liaison, il sera entre ce carbone et le carbone qui porte le O. Donc là, j'aurai un O moins, et ici, j'aurai un R. OK? Et donc, après, donc, je ne sais pas, donc, le nucléophile, parce que donc c'est un nucléophile, je prendrai un X+, hein, je mettrai un X+. Là, je mettrai un X+. Hein. Alors, le X+, on va le trouver sur le O-. Très bien. Le X+, on va le trouver ici, dans le cas donc de l'attaque sur le carbonyle, et le X+, on va le trouver ici. OK? Alors, regardons. Très bien. Lorsque le nucléophile attaque par, comment dirais-je, en choisissant la couleur noire, le nucléophile, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque la position, hein, je vais l'appeler 1. OK? D'accord? Et son contre-ion, je le trouve en position 2. Ce sont des numérotations qui n'ont rien à voir avec la numérotation de la nomenclature. D'accord? C'est pour vous montrer uniquement le site d'attaque du nucléophile et de son contre-ion. Donc, selon cette voie, le nucléophile attaque en position 1 et le contre-ion, donc voilà, en position 1, et le contre-ion, il est en position 2.
Dans l'autre cas, le nucléophile attaque en position 1. Bon, je mettrai une autre couleur si vous permettez, pour ne pas les confondre avec... Ok, je mettrai une autre couleur, je mettrai le vert. Voilà, donc selon la flèche bleue, le nucléophile attaque en position 1, 2, 3, et le contriant, on le trouve en position 4. D'accord? Donc voilà 1, voilà 2, voilà 3 et voilà 4. D'accord? Donc pour les additions conjuguées, il y a deux types d'additions. Il y a ce qu'on appelle une addition 1, 2, très bien. Une addition 1, 2, ça veut dire le nucléophile attaque en position 1 et le contriant du nucléophile attaque en position 2. Il y a ce qu'on appelle l'addition, très bien, tout simplement, addition 1, 4. Ça veut dire le nucléophile attaque en position 1 et son contriant attaque en position 4, ce qu'on appelle les additions conjuguées. D'accord? Donc pour les composés carbonylés alpha, bêta insaturés, on peut faire trois types de réactions. Des réactions spécifiques aux alcènes, qui attaquent uniquement la double liaison, CC, des réactions spécifiques au carbonyle, qui attaquent la fonction carbonyle uniquement, et ce qu'on appelle des additions conjuguées, qui utilisent tout le système. Et ces additions conjuguées, ils peuvent être de deux types. Addition 1, 2 et l'addition 1, 4. Très bien. On va voir des exemples, parce que je répète, ce n'est pas le même nucléophile. Hein, donc ça peut être le même, ça peut être différent. On verra des exemples tout de suite. Ok? Donc notez s'il vous plaît donc, que d'après ces formes limites, on constate, je répète, qu'on a de sites électrophiles. Et donc les nucléophiles, lorsqu'ils vont attaquer, donc ils ont le choix. Ils auront le choix entre attaquer le carbone du carbonyle ou bien attaquer le carbone qui porte le R'. Et dans ce cas-là, on parlera d'une addition 1,2 et d'une addition 1,4. D'accord? Donc on verra des réactifs parce que les réactifs ne vont pas agir de la même façon. D'accord? Donc là, c'est le mécanisme, je ne vais pas rester, donc j'ai déjà détaillé ça. Donc voilà donc pour l'addition 1,2. Donc j'ai dit donc on va prendre celui-là, donc en présence donc d'un nucléophile, en présence d'un nucléophile, donc un NU-, voilà. Et le contriant, donc ça peut être un X+, un H+, un Na+, comme vous voulez. Et donc, comment dirais-je, la première attaque se fait en position 1 et la deuxième se fait en position 2. Alors, pour l'addition 1,4, donc c'est déjà expliqué la même chose. Donc on va prendre les nucléophiles et donc la position 1 sera attaquée. La migration de la double liaison, la formation d'un alcoolate. Hein. Alors, dans ce cas, dans le cas d'un H+, parce que là c'est dans le cas d'un H+, hein, dans le cas d'un H+, parce que dans le cas d'un H+, on va former l'énol. Donc si le H+ attaque là, on va former l'énol. Et vous savez que les énols, de point de vue stabilité, sont moins stables que leur homologue cétone. Donc c'est un équilibre céto-énolique, parce que je répète là, si le H+ se fixe là, on aura un OH ici, conjugué avec une double liaison, donc c'est un énol qui va migrer en fonction cétone. Donc voilà l'addition 1,2, voilà l'addition 1,4. On va voir les réactifs, parce que les réactifs, on a des réactifs qui vont agir selon une addition 1,2, il y a des réactifs qui vont agir selon une addition 1,4, il y a des réactifs qui vont agir des deux façons. Ok? Donc on va voir des exemples. Alors, voilà, on va parler tout d'abord de l'action de ces organométalliques. Donc on a parlé des organométalliques, on a vu les organomagnésiens, on a vu les organolithiens, on a vu pas mal d'organométalliques. Alors on va commencer par l'action des organolithiens. Donc ce sont des RLI. Ça veut dire à base de lithium. Alors, ces organolithiens, ça veut dire les organométalliques à base de lithium, agissent toujours selon une addition 1,2. Parce que le lithium, c'est trop petit. N'est-ce pas? Quel est le numéro atomique du lithium? 3. Donc c'est très, très petit. Donc là, il peut
hein, il peut effectuer une addition 1,2. Donc les organolithiens, quel que soit leur composé carbonylé, ils agissent selon un mécanisme 1,2. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc si on prend CH3Li, donc on a ici un CH3-, un Li plus. Donc CH3-, il va attaquer le carbonyle. Il va attaquer le carbonyle et le lithium sera fixé sur le haut. C'est une addition 1, 2. Donc les organolithiens agissent toujours selon une addition 1, 2. D'accord? Donc voilà ce qu'on va former. Donc c'est un alcoolate. On a dit lorsque le O- a un contre-ion métallique, on parle d'alcoolate parce que tout simplement, en faisant l'hydrolyse, hein, on va obtenir l'alcool correspondant. On va obtenir l'alcool correspondant. Donc, les organolithiens, je répète, quel que soit le composé carbonylé, alpha, bêta insaturé, ils agissent selon une addition 1, 2. Ils agissent selon une addition 1, 2. Alors, on va voir les organomagnésiens. Ces organomagnésiens, c'est un cas particulier des organométalliques parce que tout simplement, là, ils vont agir de deux façons. Ils vont agir selon une addition 1, 2 et selon une addition 1, 4. Et donc, il faut, bof, de point de vue pratique, donc si vous n'avez pas un organolithien, donc vous pouvez utiliser celui-là, mais vous allez avoir un mélange de deux produits qu'il faut séparer, d'accord? Mais le problème, ça sera résolu, on va le voir tout de suite, ok? Alors, on va prendre le même, enfin, c'est pas le même, mais un composé carbonylé alpha-bêta insaturé, donc en présence d'un organomagnésien. Donc, on a dit que les organomagnesiens, généralement, ils agissent selon les deux mécanismes. Donc, premièrement, c'est quelle addition celui-là? 1, 2, très bien. Et l'autre, ça sera 1, 4. D'accord? Donc c'est le produit d'addition 1, 2. Évidemment, on va faire l'hydrolyse. Donc H3+, ça va donner ça. Et H3+, ça va donner ça. Et donc celui-là, c'est un produit d'addition 1, 2. Et l'autre, c'est un produit d'addition 1, 4. Mais avant d'arriver là, je répète, on a passé par l'énol. Avant d'arriver ici, on passe par l'énol. Et l'énol, du point de vue stabilité, n'est pas stable, donc il va donner l'acétone correspondante. OK? Et donc, c'est un produit d'addition 1,4. Mais je répète, ce problème peut être résolu parce que je répète, c'est un problème donc, de séparation. Il faut séparer les mélanges donc, après la réaction. Et donc, ce problème, on peut plus ou moins le résoudre en rajoutant un sel. Lorsqu'on rajoute un sel à base voilà, c'est bien écrit. C'est une réaction qui n'est pas intéressante de point de vue, je répète, pratique, parce que tout simplement, il y a ce mélange qui est obtenu, qu'il faut séparer par la suite. Et donc, parce que pour séparer, donc c'est question du temps, d'argent, d'efforts, pas mal de choses. Donc, on peut résoudre ce problème. En rajoutant un sel à base de cuivre. On peut rajouter un sel à base de cuivre qui est le CuCl. Hein? Donc, lorsqu'on rajoute ce complexe à base de cuivre qui est le CuCl, on favorise la formation du composé d'addition 1,4. Mais, je répète, on favorise sans éliminer addition 1,2. Ça veut dire qu'il y a toujours un petit peu de l'addition 1,2. D'accord? Donc, je répète, là, on favorise, ça veut dire on rend le produit d'addition 1,4 majoritaire. Hein? On le rend en grande quantité, mais je répète, sans éliminer le produit d'addition 1,2. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, je répète, ce n'est pas une réaction, je répète, qu'on peut faire toujours parce qu'on peut la faire dans le cas où on n'a pas, par exemple, l'organolithien, on n'a pas de réactif d'organolithien, donc on n'a pas le choix, il faut faire la réaction et faire les séparations. Parce que on a vu tout à l'heure, donc on peut obtenir le produit d'addition 1,2 séparé, n'est-ce pas? Tout seul. Alors ici, on obtient 2. On verra tout de suite une réaction qui va nous donner uniquement le produit d'addition 1,4. Donc il y a 3 types de réactions. Il y a des réactions qui donnent uniquement le produit d'addition 1,2, ça veut dire en présence des organolithiens. Il y a des produits, comment dirais-je, des réactifs qui peuvent donner un mélange d'addition 1,2
addition 1,4, exemple organo-magnésium, on verra d'autres exemples, il y a d'autres réactifs qui peuvent donner uniquement le produit d'addition 1,4, ce qu'on appelle les organocuprates. Ce qu'on appelle les organocuprates, ça veut dire des organométalliques à base de cuivre. Parce que ici, cuprate, c'est le cuivre. Donc, les organométalliques à base de lithium, c'est une addition 1,2, parce que le lithium est trop petit, c'est une molécule trop petite. Donc là, il peut se rapprocher du carbonyle sans problème. Mais là, on a les organocuprates. Le cuivre, hein, du point de vue taille de l'atome, c'est une taille un peu volumineuse. D'accord? Donc c'est très grand. Donc, du point de vue gène stérique, il y aura un gène stérique. Et donc, sur le carbonyle, et par conséquent, ils vont agir uniquement selon une addition 1,4. Donc les organocuprates, ce sont des R2, R entre parenthèses, 2 fois. Ça veut dire que vous avez un cuivre qui porte 2 R. Hein, un cuivre qui porte 2 R. OK? Ici, vous avez un cuivre hein, dans lequel on a R, R, LI. Hein, d'accord? C'est un... Voilà. Donc on peut les préparer facilement à partir des organolithiens. Hein, d'accord? Donc les organocuprates, ils ont cette formule, ça veut dire, je répète, le cuivre qui porte deux alkyles, on peut les préparer, je répète, à partir des organolithiens. Donc on va prendre un R, 2 moles de RLI qu'on va réagir avec le chlorure de cuivre qu'on a rajouté tout à l'heure, plus le CuCl, hein, plus le CuCl, hein, ou la CuX en général. Et donc voilà, on va préparer un autre organocuprate. Donc on va préparer l'organocuprate en faisant réagir les organolithiens avec des halogénures à base de cuivre, donc CuCl ou bien CuBr, ou bien CuI, donc ça dépend ce que vous avez. Et donc on prépare l'organocuprate plus évidemment, comment dirais-je, le LIX. D'accord? Et donc c'est un produit inorganique qui ne va pas réagir parce que, je répète, la partie organique, hein, elle est fixée sur le cuivre. Et donc, je répète ces réactifs-là, leur mode d'action, c'est purement 1,4. Hein, c'est 1,4, parce que je répète, c'est une molécule volumineuse, très grosse, donc il ne peut pas s'approcher du site carbonyle parce qu'il est très très encombré. D'accord? Et donc, on va avoir, je répète, un produit d'addition purement 1,4. On va avoir un produit d'addition purement 1,4, donc en présence de H3+. Donc je répète, on va fixer donc un O-, on va fixer un H+ sur le O- qui est un énol et donc qui sera converti en fonction cétone. D'accord? Donc on a, je répète, 3 types d'additions, donc 3 types de réactifs qui peuvent faire des additions conjuguées. Donc soit des réactifs qui donnent uniquement l'addition 1,4, c'est le cas des organocuprates. Donc les organocuprates, quel que soit comment dirais-je, le composé carbonylé alpha, bêta, insaturé, on aura une addition 1,4. Pour les organolithiens, on aura une addition 1,2. Les organomagnésiens, tu juges. Soit l'addition 1,2, soit l'addition 1,4. Mais on a vu qu'on peut favoriser cette addition 1,4 dans le cas des organomagnésiens en rajoutant le chlorure de cuivre, ça veut dire un sel à base de cuivre. Et donc, parce qu'en rajoutant ce sel à base de cuivre, on forme un organocuprate qui va orienter la réaction vers le 1,4. Mais je répète, sans éliminer le produit d'addition 1,2 qui sera minoritaire. Alors, il y a d'autres réactifs, donc notez cette remarque s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas que les organomagnésiens qui peuvent effectuer un mélange d'addition, ça veut dire addition 1,2, addition 1,4. Il y a d'autres réactifs, les voici. Donc les cyanures, hein, dont on a parlé pour préparer les cyanhydrines, les alcools, vous les savez, l'eau, les amines, hein, donc il y a pas mal de réactifs. Tous ces réactifs-là peuvent donner un mélange d'addition. Un mélange d'addition 1,2 et d'addition 1,4. D'accord? Donc je répète, il n'y a pas que les organomagnésiens, sauf que je répète, dans le cas des organomagnésiens, on peut favoriser la formation du produit d'addition 1,4 en rajoutant un sel à base de cuivre. Mais là, non, c'est pas cité dans la littérature. Donc ces cyanures, ces alcools, l'eau, les amines, là, il faut s'attendre à la formation de 2 produits d'addition
un produit d'addition 1, 2 et un produit d'addition 1, 1, 4. D'accord? Donc ce qu'on appelle les additions conjuguées. Ce qu'on appelle les additions conjuguées. Alors on va terminer ce chapitre par une réaction très importante, la voici. Hein? C'est l'addition d'ion-inolate. C'est l'addition d'ion-inolate, mais si vous me permettez, je vais tout d'abord enregistrer. Je vais enregistrer avant donc de continuer.